Dans l'épisode d'aujourd'hui, la NASA et SpaceX envoient 4 astronautes vers l'ISS. La prochaine Gigafactory de Tesla pourrait bien être en Indonésie. Et il y aura bientôt des tunnels qui passeront à côté des chambres fortes des hôtels casinos de Las Vegas. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. J'espère que vous allez très bien cette semaine pour le 10e épisode de notre série. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous écouter via YouTube et également en podcast sur Apple, Google et également sur Spotify. Les liens sont en description. Et si ce type de vidéo vous intéresse, eh bien merci de vous abonner à la chaîne pour 2 raisons. La première, la visibilité. Les personnes comme vous et moi qui sont intéressées pourront avoir accès à ces vidéos. Et la crédibilité. Au plus j'ai d'abonnés sur la chaîne, au plus je peux demander à des entreprises de faire des interviews ou alors à des concessions de me prêter des véhicules. Donc chacun de vos abonnements compte. Merci de prendre 2 petites secondes pour vous abonner. Aujourd'hui, énormément de choses pour l'épisode 10. On va partir tout de suite à direction de Shanghai, où il y a des nouvelles concernant le modèle Y. Vous allez voir sur ces nouvelles photos qui ont été prises par un drone. On voit ici, oui, le modèle Y qui est prêt à bientôt rentrer en production. En tout cas, c'est des pré-productions qui sont là. Vous voyez son châssis, donc produit par ces nouvelles machines qui produisent l'avant, l'arrière de la voiture en pression par injection. C'est très important. Les livraisons devraient commencer très bientôt, fin d'année, début d'année, pour une production de plus d'1 demi-million de véhicules l'année prochaine à Shanghai. On nous annonce 550 000 véhicules, 100 000 qui seraient dédiés à l'export pour la Model 3 et 10 000 modèles Y pour l'export. Aujourd'hui, il produirait aux alentours de 5 700 modèles 3 par semaine. L'objectif est d'arriver très vite à 5 000 modèles Y par semaine. Ça serait tout simplement l'usine qui serait montée en capacité la plus vite jamais faite, puisqu'en un an, on serait passé de rien, pas de modèle 3, à une capacité de production de 550 000 en 2021. C'est fou, c'est exceptionnel. On en reparlera dès qu'on aura, bien évidemment, plus d'informations. Direction maintenant Berlin, où il y a des news aussi, puisqu'il y a l'arrivée d'une grue dans la Gigafactory. Alors pas une grue qui sert à la construction, pas une grue qui va servir à faire, vous savez, déplacer les différents véhicules à l'intérieur de la chaîne de production, mais ça sera bien une grue qui sert à l'installation même des gigapresses. Je vous parlais la semaine dernière des presses qui font 400 tonnes, qui permettent de concevoir bien les portes ou le coffre avant, par exemple. Là, il s'agit bien de ces fameuses gigapresses qui servent à mouler en injection de l'aluminium. Vous voyez ici, en rouge, cette grue qui va donc servir à installer la gigapresse qui vont arriver démontées. Ce sont des presses qui sont donc là aussi les plus grosses du monde en injection. Elles sont fabriquées en Italie par la société Hydra. Elles ont une capacité de pressage de 6100 tonnes. C'est vraiment très impressionnant. Ici, vous pouvez voir le plan où elles vont être positionnées. Donc c'est bien là où on a cette grue rouge. On peut voir aussi sur les images qu'il y a d'autres grues qui sont en attente d'installation. Il faut vraiment que la logistique soit vraiment très bien pensée pour que ça aille aussi vite. Vous voyez ici, on a la voie de chemin de fer avec les matériaux qui arrivent et qui sont en attente d'être acheminés vers le chantier et d'être posés. Ça va vraiment très vite, c'est comme ça que ça marche. Encore une fois, c'est du Lego. Ici, on peut voir l'avancement également de nos fosses. Alors si on a des spécialistes dans le domaine, je fais une arrêt sur image, j'aimerais bien savoir pourquoi on peut passer visiblement dessous. Ça crée comme un espèce de tunnel. Je pensais que ça serait une fosse après remplie d'un bloc de béton. Là, pourquoi ça forme un tunnel? Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire en partie commentaire. Et puis quelque chose qui fera la transition avec ce qu'on va voir après. Vous allez voir ici, regardez bien, ça va être assez rapide, assez fugace. La zone de la Gigafactory, c'était une ancienne forêt de pâte à papier. On a eu beaucoup de détracteurs de la Gigafactory qui ont dit qu'il dégradait finalement un milieu, qu'il dégradait une zone naturelle. Regardez ce qui passe là, hop, j'arrête.
vous avez la fosse, et à gauche de l'écran, je vais remettre en route, il y a un renard qui est passé, hop, il s'est promené dans la Gigafactory, ce qui m'amène à la suite, où Tesla avait bien dit qu'ils allaient travailler justement pour replanter des arbres. Alors peut-être un jour vous replanterez des arbres, oui c'est ça. Eh bien oui, Tesla replante bien des arbres. Aujourd'hui, l'usine de la Gigafactory, le terrain, c'est 300 hectares et ils vont planter 3 fois plus d'arbres qu'ils n'en auront coupé. Ils ont déjà commencé à replanter puisque au mois de mai, il y avait 40 hectares qui avaient été replantés sur 3 diverses parcelles autour de Brandenburg, qui est l'endroit où la Gigafactory est installée. Au mois d'octobre, ils ont rejoint le plan de reforestation qu'ils appellent The Natural Space for the Generations. Et ils continuent aussi à replanter des arbres, puisque là, ils ont planté 50 hectares supplémentaires, 50 000 pins. Il va y avoir 180 000 autres arbres qui vont être plantés très vite, après les premières gelées. Et ils ont aussi planté 22 000 buissons. Tout ceci pour un objectif à terme de 750 hectares. Ils vont créer des pâtures, des zones humides, et donc là, ils veulent vraiment concevoir une forêt qui ait un attrait, un intérêt écologique. Très rapidement, direction le Texas avec les vidéos de notre ami Joe Tegmeyer. On pourra voir ici à la 6e minute l'installation d'un énorme pilier. Vous allez le voir, la taille qu'il fait par rapport à un humain, c'est fou. Ils en ont installé 5 ou 6 d'ores et déjà, non loin de la zone où ils sont en train de faire les fosses pour les presses. Voilà, là, le pilier est installé comme vous pouvez le voir. Et on va avancer un petit peu dans la vidéo, puisque ici, on a plus de 400 semelles qui sont installées, qui sont prêtes à accueillir l'architecture du bâtiment. Vous pouvez voir tous les trous là qui sont faits. Plus loin, on a déjà une partie de la structure métallique qui est installée. Ici, ils sont en train de faire ce qui est visiblement un premier étage pour accueillir déjà un deuxième étage. Parce que je pense que c'est toujours une phase de test à cet endroit-là. C'est ici qu'ils commencent vraiment à voir comment ils vont pouvoir installer le reste, même si tout ce que vous voyez à l'écran va bien évidemment perdurer. Donc là, ça avance toujours. Et on a plus loin quelque chose qui devait être démoli peut-être, mais qui finalement ne l'est pas. C'est l'ancienne usine à béton qui finalement reste. Il y a eu quelques modifications qui ont été apportées à l'extérieur et certainement à l'intérieur aussi, certainement qu'ils vont garder ce bâtiment pour faire aussi du béton, pour faire autre chose. On ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. La vieille maison qui était désaffectée a quant à elle été détruite cette semaine. Et je ne m'attarde pas davantage, on part tout de suite chez SpaceX. On a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. SpaceX qui a lancé les astronautes, enfin 3 astronautes américains et un taïkonaute japonais de l'agence JAXA. Ils sont partis cette semaine en direction de l'ISS, vous pouvez les voir ici. Et qu'est-ce qu'on utilise bien évidemment comme véhicule pour se rendre à la fusée quand c'est Elon Musk qui nous envoie vers l'ISS? Eh bien, ce sont tout naturellement des Tesla. Et tant qu'à faire, bien des Model X, n'est-ce pas? Vous les voyez ici, ces magnifiques Model X qui sont devant les astronautes. Il faut bien comprendre que ça, c'est une énorme pub pour Tesla, une énorme pub gratuite. Les Américains regardent cette vidéo, les Japonais regardent cette vidéo. Dans quelques mois, les Français regarderont cette vidéo puisque Thomas Pesquet va utiliser le même booster et la même capsule que ces astronautes-là. Vous les avez ici qui arrivent au pas de tir. Tout s'est bien passé. On a eu une petite inquiétude, une petite interrogation à un moment puisque il y avait un problème de verrouillage de la porte. Ils s'y sont repris à 2 fois. Il y avait un petit problème de pression. Visiblement, il y avait quelque chose dans les caoutchoucs de la porte. Ça a été réouvert et refermé. Je vous fais voir le décollage ici qui s'est donc très bien passé. Un peu plus de 24 heures plus tard, les astronautes sont arrivés à bord de l'ISS. Si ces vidéos vous intéressent, je mets le lien en description. Vous pouvez aller les voir sur le site notamment de SpaceX. C'est vraiment de super belles images. On voit ici la Falcon 9 qui décolle du pas de lancement qui était utilisé pour les fusées Apollo et pour également pour la navette spatiale. Aujourd'hui, ils vont lancer également 2 fusées. C'est une première à 10 heures d'intervalle, une côte est, une côte ouest. Alors de la côte ouest, ça part de la base de l'US Air Force de Vandenberg. Ils vont lancer le satellite Sentinel 6A. C'est un satellite dédié à l'océanographie.
Et quelques heures plus tard, sur la côte Est, ils vont lancer la 15e mission Starlink. Ça sera, pour la petite histoire, la 14e de l'année. C'est vraiment énorme, sachant que SpaceX a eu quelques petits problèmes avec 3 boosters. Un booster qui a été lancé déjà le 5 novembre, il y avait un satellite GPS militaire à l'intérieur. C'était le B1062. Le B1061, c'est celui qui a servi à envoyer les astronautes vers l'ISS. Et le 63, c'est celui qui envoie donc le Sentinel 6A. Ils ont dû modifier quelques moteurs Merlin à l'intérieur, mais bon, tout est rentré dans l'ordre visiblement, et ces boosters, normalement, devraient être, bien évidemment, réutilisés pour des lancements ultérieurs. Alors si tout semble plutôt bien se passer pour SpaceX, ça marche un petit peu moins du côté de l'Agence spatiale européenne, puisque le lanceur européen Vega a raté sa mise en orbite de 2 satellites. Pour l'Europe, malheureusement, ils ont été perdus dans la nuit de lundi à mardi. Deuxième échec, malheureusement, en 17 missions pour ce petit lanceur qui fait 3 mètres de diamètre par 30 mètres de haut. La Falcon 9, elle fait 3 mètres 60 par 70 mètres, plus de 50 mètres rien que pour le premier étage qui revient après se poser. Malheureusement, donc ça s'est pas très bien passé. J'espère que les prochains lancements se passeront mieux. Cette année, ils devaient lancer initialement 4 Vega. Ils ont pu en lancer que 2 à cause du coronavirus. Et donc, ce lancement a malheureusement échoué. Il y avait 2 satellites européens à son bord, malheureusement. On continue avec de la très haute vitesse. Vous connaissez l'Hyperloop proposé par Elon Musk en 2012. Il y a eu Hyperloop One, et puis entre-temps, il y a eu Sir Richard Branson qui a transformé la compagnie, qui s'appelle maintenant Virgin Hyperloop. Et ils ont testé pour la première fois, première mondiale, 2 passagers à l'intérieur d'une capsule. Certes, ils ne sont pas allés à la vitesse du son, mais ils ont quand même atteint les 160 km/h pour un test. Je vous fais voir ici le lancement, comme on appelle. Alors, ils ont une piste dans le Nevada qui fait 500 mètres de long par 3,30 mètres de diamètre. Voilà ce que ça donne quand on voyage en Hyperloop. Et c'est d'ailleurs la question de la semaine. Est-ce que vous êtes intéressé par l'Hyperloop ? Est-ce que vous oseriez, vous, voyager en Hyperloop plus vite que le son ? Dites-le moi en partie commentaire, ça sera donc la question de la semaine, sachant que des projets d'Hyperloop, il y en a d'autres. Hein. Il y a notamment les Émirats Arabes Unis qui sont assez intéressés pour faire une liaison entre Dubaï et Abu Dhabi. Également l'Inde qui est fortement intéressée par ce projet. Et la Boring Company qui devrait travailler sur un Washington-New York. Tout ça nous promet quand même un futur assez intéressant. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, la Boring Company, ça avance très bien à Las Vegas. Le tunnel qui doit commencer sa vie lors du CES en janvier prochain. Les stations, normalement, seront prêtes. On va pouvoir voyager, non pas à la vitesse du son, mais peut-être à 200 km/h dans, bien évidemment, des Tesla, puisque c'est une entreprise d'Elon Musk. C'est pas pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'ils ont eu une autorisation cette semaine de pouvoir déjà agrandir ce réseau, de pouvoir sortir du Convention Center et aller jusqu'à l'ancien Las Vegas. Vous savez, cet endroit où on voit ce dôme lumineux assez connu. Donc il s'arrêtera au Circa Resort and Casino, mais tout ça n'est qu'une première étape puisque The Boring Company voudrait desservir après tous les hôtels du Strip. Alors si vous voyez ici sur ces images, si vous êtes un petit peu familier avec Las Vegas, en bas de la photo, on a en fait le Convention Center. En haut, on a le vieux Las Vegas. Et en bas, à peu près dans la même distance, on a le Strip avec tous les hôtels, le Caesar Palace, le Bellagio, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le disais en début, on aura bientôt un tunnel qui passera à côté des coffres forts de ces différents hôtels casinos. Donc c'est assez rigolo et c'est assez intéressant de voir comment ces nouvelles technologies arrivent très rapidement et vont bouleverser donc notre futur. Le bouleversement de notre futur, ça passe aussi par la législation. Et là, on va au Canada, puisque la province de Québec souhaite interdire les véhicules thermiques à partir de 2035. Et oui, vous entendez bien. En Europe, on a aussi des initiatives comme ça. Par exemple, la Norvège qui veut interdire les véhicules thermiques en 2025. La Suède et le Danemark, c'est 2030. La France, 2040. Le Royaume-Uni avait dit 2040. On va en reparler juste après. Tout ça passe pour le Québec dans un plan global de 6,7 milliards de dollars canadiens, 4,3 milliards d'euros. Ils veulent réduire de 37,5% leurs émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.
Il faut savoir que là-bas, le transport représente 43% des émissions globales de gaz à effet de serre. Fort heureusement, ils pourront remplacer le pétrole par l'hydroélectricité s'ils passent à la voiture électrique, puisque là-bas, à peu près 98% de l'électricité provient de l'hydroélectricité. C'est vraiment très très bon. Et je vous en parlais, le Royaume-Uni s'était mis comme la France, bannissement en 2040, en février. Ils ont avancé cette date à 2035, et il y a quelques jours, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé la date de 2030. Alors comment ça va marcher? C'est un investissement de 12 milliards de livres, 13 milliards d'euros, financé par le gouvernement. Il espère que 3 fois plus de cette somme sera dépensée par le secteur privé pour accélérer la transition énergétique. Ils pensent créer 250 000 emplois verts hautement qualifiés d'ici 2030. Ils veulent aussi investir massivement plus de 200 millions de livres dans la capture et le stockage et l'utilisation des émissions de gaz à effet de serre, du carbone, la captation de carbone, à partir du milieu des années 2020. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et vous allez voir que la Grande-Bretagne est vraiment positionnée sur ça, puisqu'ils investissent massivement dans les énergies renouvelables, le vent, le solaire et aussi le stockage. Je vous fais voir ici une vidéo d'une installation récente en Grande-Bretagne où ils ont installé 6 mégapacks, ces grosses batteries Tesla où il y a 3 mégawattheures à l'intérieur. Vous allez voir comment ça va très très vite. Hop, je mets la vidéo. On coule la dalle, première étape. Et ensuite, on pose les mégapacks qui ont des tailles finalement de conteneurs qui sont posés directement sur des camions et qui sont posés. Voilà, il y a toute la machinerie électrique qui vient être ajoutée en plus. Mais voilà, on va dire que on coule la dalle et puis après dans la journée, tout est installé. Ce que vous voyez ici sur l'écran, ça représente 15 mégawattheures pour une puissance de 7,5 mégawatts. Donc il y a 6 mégapacks qui sont installés. Mais il y a un autre projet très important qui va aussi arriver en Grande-Bretagne. Cette fois-ci, c'est 28 mégapacks, 68 mégawattheures de stockage, 34 mégawatts de puissance. Et Tesla nous informe que au troisième trimestre, la hausse de ces installations a vraiment été très importante. Ils ont installé 759 mégawattheures de capacité de stockage à travers le monde. Tout ça, bien évidemment, est produit au Nevada dans la Gigafactory 1. Et on verra plus tard qu'il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui est intéressée par ce type de produit. En tout cas, la Grande-Bretagne aime énormément Tesla, puisqu'elle est également la marque automobile la numéro 1 dans les recherches Internet. C'est les recherches Google, avec 9,7% du total des recherches. Devant BMW, Mercedes, Toyota est à 4,5%, Ford est à 5%, Peugeot est à 4, Volkswagen est à seulement 3,9. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ce soit en termes de vente, mais c'est vraiment l'intérêt pour cette entreprise. On a vu aussi cette semaine que Tesla est numéro 1 en termes d'intérêt pour les ingénieurs lorsqu'ils sortent de l'école. Donc c'est tout ça, c'est un terreau très favorable pour cette entreprise. Bien évidemment, Tesla n'est pas seul sur ce marché et fort heureusement, la compétition se met en place avec notamment Volkswagen qui va dépenser 86 milliards d'euros sur 5 ans, dont 41 milliards pour seulement la batterie électrique. Herbert Diess, qui est le président du groupe Volkswagen, nous dit que même si Tesla a de l'avance, même si ça sera une course contre Tesla, il pense qu'ils ont quand même de solides arguments. Le premier argument, c'est qu'ils ont une gamme vraiment très large de produits et également, ils espèrent pouvoir s'appuyer très largement sur leur réseau de distributeurs et de concessions. Donc voilà, la course est lancée d'après Herbert Diess. Pour moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est une compétition, c'est bon pour nous, c'est bon pour le public, c'est bon pour le marché en général. Et puis, on est dans une entente cordiale, c'est vraiment quelque chose de positif, une vision qu'ils partagent. Donc que le meilleur gagne. Pour moi, je trouve ça vraiment très bien. En tout cas, là où Tesla a de l'avantage et continue à creuser son avance, c'est bien par rapport à son réseau de superchargeurs. Ils ont ouvert cette semaine la plus grosse station au monde, 56 stèles, en Californie à Fireboat. Alors là-bas, c'est la plus grande station, il y a du solaire et de la batterie.
On voit ici sur cette vidéo la présentation, voir un petit peu comment ça se passe. Alors on pourrait considérer que Shanghai serait la plus grande puisqu'il y a 104 superchargeurs là-bas, mais on en a 64 qui ne sont pas réservés au public, qui servent uniquement pour la Gigafactory, donc seulement 40 utilisables. Donc c'est bien ce superchargeur en Californie qui est le plus grand superchargeur au monde pour l'instant. Je pense qu'il ne le restera pas forcément puisque Tesla, on voit, est en train de concevoir, au plus ça va, au plus il crée des grandes stations. Et Tesla, c'est aussi de la recherche et développement, c'est aussi des batteries. On a appris qu'ils ont lancé un partenariat avec Tianqi Material Technology, qui est une entreprise chinoise qui est spécialisée dans la production d'électrolytes. Ils en produisent actuellement sur 4 usines en Chine 50 000 tonnes. Ils vont ouvrir une nouvelle usine en Chine qui devrait produire 200 000 tonnes et une aussi en Europe, en République tchèque, pour une production de 100 000 tonnes d'électrolyte. Pour rappel, l'électrolyte, c'est dans une batterie, vous avez l'anode, la cathode, et au milieu de l'électrolyte, c'est ça qui permet grosso modo de faire passer les ions de lithium et de créer donc la réaction chimique du courant. Vous pouvez en apprendre aussi plus sur la technologie des batteries de Tesla en regardant ma playlist dédiée aux batteries D. Le partenariat devrait servir pour les nouvelles cellules 4680, pour Fremont à Cato Road, également pour l'Allemagne et aussi pour le Texas. Donc Tesla essaye vraiment de trouver des partenariats pour la chaîne d'approvisionnement, pour pouvoir construire et pouvoir desservir et pouvoir créer énormément de cellules dans les années à venir. C'est très important pour eux. Un autre point vraiment capital pour Tesla, hormis ça, c'est le nickel. Et ça, ils nous en ont parlé lors du Battery Day. Elon en a parlé, il a tweeté. Si vous avez une mine de nickel, contactez-nous. Et il semble qu'il soit en contact avec l'Indonésie, puisqu'on a des officiels de l'Indonésie qui doivent normalement avoir cette semaine rendez-vous avec des officiels de chez Tesla pour acheter du nickel, oui, mais pas seulement, puisque l'Indonésie a banni les exportations du nickel brut afin de pouvoir le transformer directement chez elle. Ils ont envie d'être le principal pays producteur de batteries au monde grâce à leurs ressources de nickel. C'est un des plus grands pays producteurs de nickel au monde. Donc on pourrait penser que Tesla en profiterait pour concevoir sur place une Gigafactory. Ça leur permettrait également de se lancer sur le secteur du minage et de matériaux. On sait qu'ils vont commencer à s'y mettre avec le lithium aux États-Unis. Donc pourquoi pas aussi créer ou participer à une mine de nickel en Indonésie. On en saura très vite plus. En tout cas, on en a parlé dans les épisodes précédents. Très certainement une Gigafactory en Inde, peut-être maintenant en Indonésie. Tesla doit dépenser du cash, ils l'ont dit, en CAPEX pour fabriquer des Gigafactories. Ils vont dépenser entre 6 et 8 milliards par an en production de nouvelles usines. Donc peut-être que ces deux endroits seraient les bons. Je vous en parlerai dès qu'on aura plus d'infos, mais en tout cas, c'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin non plus, c'est le cash dont va avoir besoin Tesla pour pouvoir réaliser ces grands projets mondiaux. Et fort heureusement pour eux, il va y avoir donc l'inclusion dans le S&P 500 qui va leur permettre de valoriser mécaniquement la hausse de l'action. Le S&P 500, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un index comme le CAC 40 chez nous, qui représente les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Pourquoi c'est intéressant ? Bien parce que l'action Tesla va maintenant être systématiquement incluse dans de nombreux produits financiers, que ce soit pour les retraites, pour des investissements, etc. L'action a énormément augmenté. Si vous en avez ou si vous suivez le cours, on est proche des 500. Donc c'est aussi un signe de reconnaissance de l'industrie, de la bourse. Pour Tesla, c'est aussi très important. Ça leur donne de la crédibilité. À suivre encore une fois, l'arrivée dans le S&P 500 devrait arriver au début de décembre. On verra ce que fera l'action à ce moment-là. Ça sera très intéressant de la suivre. Si vous êtes intéressé par la voiture électrique, je vous rassure, il n'y a pas que Tesla dans la vie. Il y a aussi Rivian qui arrive avec ce pick-up. Regardez comme il est beau, moi je le trouve vraiment magnifique. Le R1T, il y aura aussi le R1S qui est une version fermée qui ressemble vraiment à un Land Rover. J'adore ce bleu notamment. On a des infos par rapport à Rivian. Il y aura 3 versions qui vont arriver à partir de juin 2021. Le prix de base a été revu à la baisse, peut-être notamment avec la sortie du Cybertruck. Ça coûtera toujours plus cher qu'un Cybertruck pour l'instant. Au lieu de 69 000, on va commencer à 67 500. La première version qui va arriver donc en juin, ça sera 75 000 $. Avec ça, vous aurez quoi ? Vous aurez une batterie de 135 kWh, plus de 480 km d'autonomie annoncée par Rivian. Il y aura 2 autres versions après.
avec une batterie de 105 kWh ainsi qu'une autre de 180 kWh qui permettra de faire plus de 640 km d'autonomie. 640 km d'autonomie, ça commence à faire beaucoup, surtout quand on considère un gros pick-up comme celui-là. Je suis assez intéressé par ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Rivian? Est-ce que vous êtes plus Rivian ou Cybertruck? Mon cœur balance. Sur le design, je suis plus Rivian, je l'avoue. Sur la tech, je suis plus Cybertruck. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. On peut continuer de parler de Rivian puisque Tesla, Lucid et Rivian ont rejoint un conglomérat, on va dire, de 28 entreprises pour faire du lobbying pro-véhicules électriques. L'objectif, ça serait de créer des centaines de milliers d'emplois sur le sol américain et de gagner ce qu'ils appellent gagner la course mondiale à l'électrification. Leur objectif, il est assez important. Il est de convertir l'intégralité de la flotte, petits, moyens ou grands véhicules, au 100% électrique à l'horizon, attention, 2030. On rejoint donc ce qui a été pensé par la Grande-Bretagne et d'autres nations. Donc visiblement, c'est possible maintenant. Il y a 5 ans, j'aurais dit ça, tout le monde aurait rigolé. On disait peut-être en 2050, on aura 10, 15, 20% de voitures électriques dans le monde. Maintenant, on dit 100% en 2030. Pas, bien évidemment, en circulation, mais en vente. Si une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture thermique aux alentours des 2023, 2025, quel serait l'intérêt de acheter une voiture à essence, sachant qu'il y aura plein de nouvelles évolutions technologiques en matière de batterie, de recharge, d'innovation sur l'autonomie, tout ça. Donc je trouve ça vraiment très intéressant de voir que le monde s'y met. Quelques entreprises qu'on connaît déjà, ABB on connaît bien, ChargePoint on connaît, Edison ici on les connaît, Duke Energy on connaît, Edison International, EVBox, EVgo, Lucid Motors, PG&E qui fait l'électricité sur la côte ouest américaine. Et là, quelqu'un qu'on connaît aussi, Redwood Materials, fondé par JB qui était le bras droit et le numéro 2 chez Tesla. J'en profite pour vous parler d'énergie avec la croissance de 7% des énergies renouvelables installées en 2020. Ça va être porté à 200 gigawatts, poussé notamment par les États-Unis et la Chine, mais bon, l'Inde et l'Europe ne sont pas en reste quand même. 90%, vous entendez bien, 90% des installations d'énergie cette année ont été des énergies renouvelables. Alors j'entends déjà les anti-renouvelables me dire qu'installer 200 gigawatts d'éolien ou de solaire, ce n'est pas installer 200 gigawatts de nucléaire, puisque le nucléaire marcherait 24/24, alors que là, on parle bien d'énergie intermittente. Oui, vous avez raison, mais comme on a pu le voir, il y a des technologies qui sont vraiment mises en place pour le stockage d'énergie. Donc tout ça va ensemble maintenant, et en tout cas, ça a l'air de nous donner raison, puisque 90% des nouvelles installations sont du renouvelable. Il faudra maintenant faire du stockage, que ce soit de la batterie, que ce soit de la gravité, que ce soit peut-être de l'hydrogène, que sais-je encore. En tout cas, ça va faire ça. Et l'Agence internationale de l'énergie ajoute, pour enfoncer le clou, que l'énergie solaire est devenue la moins chère de l'histoire. On n'a jamais produit d'énergie aussi peu chère qu'en utilisant aujourd'hui l'énergie solaire. C'est très intéressant dans un contexte de Covid où il y aura une baisse de la demande globale d'énergie de 5% et de 2% de l'électricité. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui s'intéresse de très près aux renouvelables et au stockage de manière massive. Il y a également Israël qui s'y met puisqu'ils veulent en 2030 avoir 30% d'énergie renouvelable dans leur mix. Pour ça, ils auront besoin de 8 gigawattheures de stockage d'après les estimations. Ils misent beaucoup sur les panneaux solaires puisque là-bas ils reçoivent entre 120 et 140% d'énergie supplémentaire par rapport à chez nous, un climat tempéré. Et on a le patron monde du stockage chez Tesla, R.J. Johnson, qui nous dit que les produits de stockage ont vraiment explosé en 2021, notamment grâce au Megapack, et qu'ils ont un carnet de commandes qui est en train de se remplir à vitesse grand V, j'aurais envie de dire, jusqu'en 2023 avec une échelle de plusieurs gigawattheures de stockage. Donc oui, on y va, oui, on installe des énergies renouvelables qui certes sont intermittentes, qui on dit pas pilotables. Moi je trouve qu'elles sont au contraire assez adaptées à notre mode de vie par rapport à du nucléaire qui reste plat. Là, on va au contraire pouvoir leur donner une intelligence supplémentaire grâce au stockage. Moi je suis pour tout ça, dites-moi ce que vous en pensez en petit commentaire. Je sais que ce sont des sujets qui font vraiment réagir et qui polarisent l'audience. Malgré tout, moi, j'ai fait mon choix, je suis du côté du renouvelable et du stockage, et je l'assume. On va se quitter avec quelque chose que je vous avais promis la semaine dernière. On a des informations par rapport au transport aérien électrique qui arrive. On a l'entreprise Eviation, toujours israélienne,
qui nous a présenté en 2017 au Salon du Bourget son avion qui s'appelle Alice, qui est donc 100% électrique, qui devrait maintenant voir sa première commercialisation, ses premiers vols en 2022. Il nous donne aussi plein d'informations super intéressantes. Par exemple, la batterie qui devrait faire aux alentours de 960 kWh. Je vais vous faire voir leur vidéo de présentation pour ceux qui ne connaissent pas cet avion, pour voir à quoi il ressemble. Il a été entièrement repensé, entièrement redesigné pour consommer le moins possible, avec donc des nouvelles technologies pour alléger les matériaux, avoir une meilleure traînée. Cet avion pourra donc emporter 9 personnes, faire 1000 km avec une vitesse de 400 km par heure. L'avantage, c'est qu'il est entre 2 et 3 fois plus silencieux, c'est-à-dire qu'il pourra décoller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans des plus petits aéroports en plus, puisqu'il a besoin de moins de longueur de piste, donc des petits aéroports pourront voir l'utilisation de cet avion. Le point capital peut-être, c'est son coût d'utilisation, puisque voler 1 heure avec cet avion devrait coûter seulement $200, alors que pour un avion de taille équivalente, il faut compter 1200 à $2000. L'avantage, bien évidemment, à l'électrique, ça coûte beaucoup moins cher. Alors vous le savez peut-être, mais au décollage, un avion équivalent à celui-là, il y aurait 30% de son poids qui serait du fuel au décollage, alors qu'ici, ça sera 60% de son poids qui sera des batteries, mais ils ont revu l'architecture, il y a des batteries vraiment partout, dans les ailes, dans le fuselage, dans la carlingue de l'avion, pour vraiment le stabiliser. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à le faire voler. Donc c'est vraiment très intéressant. On sait que la technologie des batteries va améliorer. Elon Musk avait parlé d'un besoin de 400 Wh par kilogramme. Certainement que là, on n'y est pas, mais en n'y étant pas, on arrive déjà à faire voler cet avion. Donc c'est qu'un premier pas. Aujourd'hui, c'est 9 passagers. On sait que EasyJet travaille sur un avion d'une centaine de personnes pour des vols, par exemple, pour faire toutes les villes européennes. Donc ça évolue vraiment très très vite. À quel point ça sera de la batterie dans le futur, je ne sais pas. Est-ce que l'hydrogène a sa place pour ce type de transport ? On verra. En tout cas, même dans le transport aérien, les choses changent. Dites-moi aussi en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, l'électrique a de l'avenir dans le domaine de l'aérien ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de condenser un maximum toutes les informations. On se retrouvera la semaine prochaine, normalement vendredi, pour un nouvel épisode du Monde Elon. Et puis, on se retrouvera en live au début du mois de décembre, puisqu'on va fêter ensemble les 2 ans de la chaîne. Je vous en reparlerai. D'ici là, portez-vous bien. On se verra pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a intéressé comme d'habitude. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne. C'est très 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 important. On se retrouve nous très bientôt pour de prochaines vidéos du Monde d'Elon. Salut tout le monde.